Toute ma vie, j'ai toujours essayé de comprendre le monde dans sa complexité et de témoigner. Témoigner pour qui? J'ai su très tôt que je voulais être journaliste et je me suis toujours dit que moi, je vais prendre le temps de. C'est très simple, hein. J'offre le temps de recherche à ceux qui l'ont pas. Je crois que tout le monde est passionné par l'inconnu et par le vaste monde. Simplement, on n'a pas toujours le temps d'aller chercher même les simples informations. Donc moi, je prends le temps, je le fais, et puis je témoigne pour ceux que ça intéresse, parce qu'ils se disent, bah, moi, j'ai pas le temps, donc si quelqu'un le fait pour moi, j'écoute. Je me vois comme un témoin, parfois, dans de rares occasions. Certains se voient un peu comme un tout petit peu des éducateurs, mais plutôt comme quelqu'un qui rend service, quoi. Pourtant, quand on reçoit l'information, tout n'est pas fait. Il y a quand même un travail à faire. Tout n'est pas fait, bah, heureusement. J'espère que jamais personne ne s'est dit en voyant un de mes reportages ah, maintenant je connais son opinion, je suis d'accord ou pas d'accord avec lui. J'espère plutôt que les gens ont pris les infos et puis ils se sont dit oh là là, c'est compliqué, comment est-ce que je peux comprendre ça? Comment je peux relier ça à ce que je connais? La moitié du travail, voire plus, est à faire par la personne qui écoute. Ouais. Sinon, on est des directeurs de conscience et c'est pas vraiment le but du jeu. C'est une vocation pour toi d'être journaliste? C'est une évidence en fait. Je savais jamais rien faire d'autre en fait. Dès que j'étais adolescent et que je savais pas quoi faire, j'allais me promener, je prenais des photos, j'allais parler aux gens. Il y a que comme ça que j'arrive à remplir mon temps en fait. Comment est-ce que tu t'es retrouvé journaliste en zone de guerre, en zone de combat? Comment? C'est un long processus en fait pour moi. Il y a des gens qui se retrouvent du jour au lendemain en zone de guerre. J'ai toujours été intéressé par les grands chocs mondiaux en fait. Je me suis dit si je suis journaliste, j'ai envie d'en voir au moins un quoi, au moins un dans ma vie. Alors j'ai toujours été passionné, enfin euh, intéressé par exemple la révolution iranienne. Donc la première fois que je suis allé en Iran, c'est pas une zone de guerre, mais ça porte à essayer de comprendre une région compliquée. Puis ensuite ça s'est imposé à moi. Il y a eu les révolutions arabes. C'était pas des zones de guerre, mais là on est déjà. Pour moi c'était évident qu'il fallait y aller et j'avais la chance d'être dans le cadre et dans une rédaction qui avait besoin que j'y aille. Pour moi, c'était évident d'y aller. On n'est pas dans une zone de guerre, mais on est à un moment clé tournant. On est à une charnière. Ça s'assimile un peu à la guerre, en fait. C'est une étape. Les choses sont tendues, on peut aller vers la guerre. Parfois, c'est même plus dangereux que la guerre. Donc, j'ai fait ces choses-là. La révolution. J'ai suivi la révolution égyptienne, enfin, la révolution tunisienne, tout d'abord. Égyptienne, syrienne de loin, libyenne de loin. Et puis après, en m'intéressant à ça, c'était évident que quand il y a eu la guerre en Irak, la nouvelle, hein, l'émergence de Daesh, on m'a demandé d'y aller et j'ai tout de suite accepté parce que c'était un découlement logique. Et puis comme je m'y suis senti plutôt à l'aise, une chose en entraîne une autre. Voilà. Quel est le sentiment que tu as lorsque tu débarques pour la première fois dans un pays où il se passe quelque chose, où la situation peut basculer? Bon, il y a forcément un sentiment d'extrême curiosité. Ah oui, et puis là aussi, il faut pas se mentir, une grande excitation. C'est très excitant en fait de voir les choses qui basculent. Après, il faut mesurer tout ça, il faut le calmer et prendre des décisions logiques pour pas se mettre en danger. C'est paradoxal parce que ça me rend euphorique en fait. Moi, quand j'ai débarqué au Caire, le taxi avait peur, il m'a laissé au milieu des rues. J'étais tout seul avec ma petite valise et mon costard. Je marchais à côté des tanks et les gens dévalisaient les armureries. Et c'était plutôt une ambiance bon enfant à ce moment-là. Après, ça s'est beaucoup tendu. Mais ça rend hyper euphorique. C'est passionnant. Et on se dit que on va découvrir la suite de l'histoire au coin de la rue. Quoi. Qu'est-ce qu'apporte le fait de témoigner de cette situation? Est-ce que c'est une euphorie qui s'ajoute à ton euphorie initiale? Bah, c'est une place privilégiée parce que c'est des phénomènes qui sont difficiles à comprendre, même pour moi. Hein. Même pour moi qui ai parfois l'habitude de ces terrains-là. C'est des situations, justement, qui sont des moments charnières où tout va basculer, où tout change. Donc même ceux qui ont les clés, même ceux qui ont une culture immense du pays, même ceux qui connaissent tous les intellectuels et tous les mouvements du pays, ils comprennent pas eux non plus. Donc l'euphorie professionnelle, elle est dans le fait d'être le témoin et d'être celui qu'on va écouter parce qu'il est sur place, donc il comprendra forcément mieux que n'importe quel. Non, pas forcément mieux. Il verra mieux les subtilités, hein, il comprendra mieux
l'imprévisibilité de l'événement, encore mieux que quelqu'un qui connaît bien le pays, en fait. Quand on est sur place, on voit les choses qui changent. Et ça m'a souvent marqué. Parfois, j'interviens dans des émissions en direct, et donc j'interviens comme simple envoyé spécial, et j'entends des grands spécialistes qui parlent du pays, et en fait, ils sentent pas, ils n'ont pas vu, il y a certains mouvements qu'ils n'ont pas vus, ils n'ont pas senti. Tu as moins de filtres que les gens qui connaissent le pays de façon érudite et historique. C'est pas moins de filtres, mais quand on est à un moment de tension et à un moment charnière, on voit bien la mentalité, en fait. On comprend un peu la mentalité des gens et on sait très bien qui ira jusqu'au bout. Ça m'avait marqué sur l'Égypte. Moi, on m'avait dit jamais personne ne touchera à la figure du président, c'est le dernier rempart. Mais quand vous venez de passer une semaine avec des gens qui disent je vomis sur le président, je veux qu'il parte, je rêve qu'il meure, bon, bah voilà, on n'a pas besoin d'avoir fait une thèse sur l'Égypte pour comprendre qu'il y en a certains qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Ouais. Est-ce que tu restes seul? Est-ce que tu observes seul? Est-ce que tu observes entouré de tes collègues qui font le même métier que toi? Comment ça se passe? Alors en fait, moi, comme je pars souvent dans des pays dont je parle pas la langue, j'ai forcément besoin. Alors parfois, jadis, je partais seul. Maintenant, on part toujours à deux. Je suis avec un caméraman. Et la personne clé, pour moi, c'est celui qui va être notre traducteur, ou on dit le fixeur, que ça vient de l'anglais. C'est la personne clé qui va nous aider à comprendre. Mais après, c'est pas lui qui met tous les filtres, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de prendre pour fixeur un médecin que j'avais rencontré dans un avion. Il avait envie de vivre une aventure. Bon, bah, il parle la langue du pays, il connaît les gens. Il sera très bien pour moi pour découvrir le pays. Et puis, c'est moi qui pousse la curiosité. C'est ma curiosité, donc c'est moi qui lui demande de poser telle question. Parfois, c'est moi qui lui demande d'aller à un tel endroit. Parfois, très souvent, c'est quand même lui qui propose, parce qu'il connaît bien mieux le pays que moi. Mais il y a un filtre qui peut parfois être déformant, il faut se méfier évidemment. Mais c'est aussi des aventures humaines, donc on rencontre des gens très intéressants comme ça. Comment est-ce que tu peux t'apercevoir que les préjugés, par exemple, de ton fixeur sont en train de colorer ta vision de la situation? Oh bah, on le comprend très vite en général, surtout quand c'est des moments de tension, des moments complexes. C'est des gens qui habitent dans ce pays-là et donc ils ont une opinion et ils ont un espoir et ils voudraient que la situation tourne de telle ou telle façon. Ça me pose plutôt des problèmes vis-à-vis des autorités parce que j'ai tendance à travailler avec des gens un peu rebelles ou qui ne sont pas d'accord avec la ligne gouvernementale. C'est compliqué parce que on est entraîné dans des histoires et qui sont des histoires humaines, hein, quand on a des aventures, on risque pas sa vie tous les jours, mais quand on prend des risques un peu pour sa sécurité avec quelqu'un, on est solidaire, on a tendance à valoriser son opinion. Mais ça vient avec l'expérience. Il faut savoir prendre un peu de recul et se dire l'image est plus large et cette personne-là, c'est pas forcément celui qui représente tout le pays et il faut que j'arrive à le remettre dans un cadre global et à garder la tête froide. Quels sont les attributs du bon reporter à l'étranger? Ça, c'est une question à laquelle j'ai jamais pensé. Je pense que le premier attribut, quand on parle de zone de guerre et de zone tendue, c'est de pouvoir dormir partout et de faire la sieste dès qu'on peut. Ça, c'est la première des qualités. Et vraiment, avec l'expérience, je le crois profondément, parce que si on est épuisé, on ne prend plus les bonnes décisions, on n'a plus les idées claires. Et alors, voilà, il y a beaucoup de zones de temps mort. La guerre, c'est très ennuyeux. Il y a plein de moments où il ne se passe rien. Et ben, la première qualité, et le premier attribut en tout cas, c'est de savoir dormir, même quand il y a des hélicoptères qui décollent et des bombardements au loin. Ça, c'est important. Ça, c'est pour l'hygiène personnelle. Après, c'est de ne pas avoir d'a priori, quoi. Il faut y aller, il faut rester totalement ouvert. Il faut essayer de chasser un peu ces a priori. On en a toujours, hein. Et puis ils viennent en plus avec les années, l'expérience, ils se renforcent. Comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais des a priori sur place, sur le terrain? Ah bah, je me suis rendu compte par l'expérience, quand je me suis totalement trompé. L'expérience, en fait, elle nous amène à faire des erreurs, en fait. L'expérience, elle est traître. Par exemple, moi, j'avais observé, et j'étais sur place au moment de la révolte, on va l'appeler une révolte iranienne en 2009. Et quand j'ai vu l'énorme machine gouvernementale qui s'est abattue sur les gens, je me suis dit, il faut quand même se lever de bonne heure pour faire une révolution. C'est un processus très complexe. Alors je me suis replongé dans des livres,
On peut toujours citer Lénine qui dit que la révolution, c'est pas un pique-nique. On vient pas juste pour s'amuser, c'est un processus. Et donc, quand il y a eu la révolution en Tunisie, au début, j'y ai pas cru. Voilà, j'avais un a priori, je me disais, c'est pas possible. C'est quand on a une machine gouvernementale face à soi. Et pourtant, le président est parti du jour au lendemain, tout s'est passé à toute vitesse. Donc, on a plein d'a priori, en fait. Il faut les chasser de notre tête. À propos des a priori, justement, est-ce que ton travail de reportage n'a pas aussi pour but d'enlever ou de ne pas aller dans le sens des a priori des spectateurs qui vont voir tes reportages? Je me suis jamais posé la question de quels étaient les a priori des gens qui écoutent les reportages et qui regardent la télévision, écoutent la radio, lisent le journal. Je pars du principe qu'ils n'ont pas d'a priori, mais pourtant je sais bien que on est tous, je suis français, je fais partie d'une culture, d'un système éducatif, d'un bruit, d'un bruit général, d'une opinion pas vraiment formulée qui est toujours là dans l'air. Et donc moi je l'ai aussi, et les gens qui m'écoutent l'ont. Je suis content quand mon travail me permet de mettre fin à un a priori que j'avais. Je suis surpris, je suis même très surpris parfois, parce que je découvre, soit qui est plus complexe, soit alors que j'avais une opinion fausse. Et je me dis, bon, bah, c'est une opinion qui est plutôt répandue en France. Donc je vais essayer de casser un peu cette image d'Épinal, quoi, cet a priori. On retrouve le côté éducatif que tu évoquais au début de l'entretien. Ouais, c'est ça. Oui, c'est casser les schémas qu'on a tous. On a tous des schémas. Alors, on s'imagine que, bah voilà, pour parler des révolutions arabes, que tous les révolutionnaires sont des grands démocrates, ce qui n'est pas vrai du tout. On croit que. Alors, cela, mea culpa, et c'est la faute des médias aussi. Parfois, les médias occidentaux ont tendance à s'attacher à ce qui leur est familier, à ce qui leur ressemble. Donc on a tendance à mettre en exergue et à amplifier énormément les jeunes qui sont créatifs et qui sont sur Facebook et qui sont urbains, mais pourtant ils représentent une toute petite minorité dans ces pays-là. Alors parfois, grâce à eux, les choses changent très vite, mais parfois il y a des résistances énormes et on ne les voit pas parce on est resté dans l'a priori du jeune urbain cultivé qui nous ressemble et avec qui on s'entend bien, et c'est pas lui qui va décider de l'avenir d'un pays, quoi. Comment se prépare un reportage sur le terrain dans une zone de guerre sur le front? En fait, il faut obtenir un maximum d'informations sur la sécurité tout d'abord, pour savoir, tiens, il y a ça qui m'intéresse, je voudrais faire ça, est-ce que c'est faisable? Donc là, on appelle soit des collègues qui sont déjà allés, en général, c'est plutôt un milieu sympathique, les collègues dans ce milieu, c'est un tout petit milieu quand même, hein, les gens qui vont sur des zones dangereuses, les gens, ils rendent service et ils font pas, ils sont en général très ouverts parce qu'ils savent que la sécurité des autres est en jeu. On appelle justement, quand on connaît pas bien, on appelle plein de fixeurs, de traducteurs. On essaie de sentir un peu les gens, d'essayer de pas tomber sur une tête brûlée, mais de pas non plus aller avec, surtout en télévision, faut pas aller avec un trouillard non plus, hein, ou quelqu'un trouillard, c'est pas gentil, mais quelqu'un qui refuse de prendre des risques, ça c'est pas possible aussi. Et puis c'est logistique, quoi. Comment je vais aller là, comment je vais faire ça, combien de temps ça va me prendre. Et puis il y a un moment, il faut arrêter de tout préparer, il faut se lancer vite dans l'action parce que sinon on part jamais. Donc si je comprends bien, tu te déplaces sur le front et c'est sur le front que tu découvres le sujet, c'est-à-dire l'angle que tu vas prendre pour présenter ton reportage à la télévision. En fait, je pars avec un ou deux angles que j'ai déjà, parce que je les ai déjà lus, j'en ai déjà parlé à des gens au téléphone. On peut dire, j'ai décidé de faire le portrait, par exemple. Si on prend le cas de Gaza, on va dire, moi j'ai envie de faire le portrait d'une famille qui a plusieurs enfants blessés dans les manifestations. Voilà, ça c'est un angle dont je vais passer du temps avec eux. Je ne vais pas être tout le temps sur le front à me prendre des gaz lacrymogènes et à un moment justement on va y aller, mais en passant par cette personne-là. Et puis après, une fois, parce qu'il faut toujours se dire, bon allez, j'ai déjà une petite idée, je vais la développer, je sais que ça intéresse ma rédaction, puis après on découvre. Et les idées viennent avec la découverte. Tu as une idée, tu vas l'éprouver au contact du terrain. Voilà, et puis après, tout simplement, quand c'est des moments très intenses, on va aussi se laisser porter par le. Quand on va sur un terrain de guerre, on va toujours avec des. On est toujours d'un côté précis, donc on est toujours avec des combattants qui nous acceptent. On est aussi un peu soumis
à ce qu'ils font. Et donc parfois, si on décide de rester avec eux, eh ben, on va suivre ce qu'ils font. Et puis c'est pas toujours prévisible, c'est pas toujours nous qui décidons. Puis il se passe des choses totalement imprévues et on découvre des choses parfois qu'on n'imaginait même pas, quoi, avant d'arriver. Est-ce que ta propre sécurisation et celle de ceux qui travaillent autour de toi, est-ce qu'elle ne nuit pas à la diversité de tes sources d'information? Malheureusement, aujourd'hui, quand on est sur une zone de guerre, notamment, alors moi je connais surtout celles qui ont, c'était pas vraiment des guerres traditionnelles, hein, c'était des superpuissances qui assistent une armée un peu faible contre ce qu'on appelle des terroristes de façon un peu rapide, mais c'est des guerres asymétriques. Donc il est hors de question que j'aille m'informer de l'autre côté, parce que sinon on va me couper la tête, ou on va me prendre en otage. Par contre, ce que je peux faire, c'est pousser, c'est prendre un recul, dire j'arrête d'être avec surtout l'armée, parce que l'armée évidemment ils sont dans le feu de l'action, donc ils ont que leur point de vue. Mais on peut aller voir des réfugiés, on peut aller voir, on peut insister pour accéder à des gens. Souvent ça m'arrive parfois quand des milices s'entendent pas bien. Quelqu'un va me dire, alors surtout si tu parles à cette milice-là, tu reviendras plus. Alors d'accord, on lui dit d'accord, on fait semblant de respecter ce qu'il dit, puis après on va aller quand même voir l'autre milice pour essayer de comprendre. Donc ça prend du temps, mais par la force des choses, bon, malheureusement, oui, on n'a pas accès à toutes les opinions. On l'accepte parce que quand c'est vraiment mettre sa vie en danger, le jeu n'en vaut pas la chandelle, ça c'est sûr. Tu travailles pour la télévision. Est-ce que tu te donnes des limites dans la manière de filmer des horreurs, puisque le situation de guerre, c'est une situation horrible? Est-ce que tu te donnes des limites dans ce que tu vas présenter aux spectateurs qui vont regarder tes reportages sur le terrain de la guerre? Ouais, ça a beaucoup évolué. Quand on est jeune, on est révolté par l'injustice qu'on rencontre, donc on a envie de de sortir des images chocs. Avec l'expérience, je me rends compte qu'en fait, ça peut être contre-productif, surtout dans un média de grande audience, quand les gens ont une journée de travail dans les pattes, qu'ils ont envie de s'informer avec leurs enfants. Si on leur montre des corps écrasés et tous les détails de l'horreur de la guerre, parfois ils vont se dire non merci, j'apprends rien là, je vois juste des choses atroces. Bon d'accord, on sait que la guerre c'est atroce. Je vais sortir traumatisé de- du journal de 20 heures et puis après je vais pas bien dormir. Donc je prends des précautions. Et puis c'est pas forcément éducatif de montrer les horreurs. Je pense que c'est plus important ça a parfois beaucoup plus d'impact. Alors ça c'est les petites ficelles du métier. Ça a beaucoup plus d'impact de montrer la situation de détresse de gens qui nous ressemblent en fait. Montrer des enfants qui peuvent plus aller à l'école, qui ont du mal à s'habiller et à manger, bah, c'est moins insupportable à l'image que les horreurs de la guerre, que des corps et des morts, mais ça a parfois plus d'impact. Les gens s'en souviennent mieux et ils comprennent un peu, ils s'intéressent plus à la situation en fait. Donc ce travail de reportage en zone de guerre, en zone de grande tension, c'est un travail très cadré. Comment s'exerce ta créativité? Alors ma créativité, bah, déjà elle s'exerce dans la forme, parce que la forme d'un reportage c'est important. Et on va décider. En fait, c'est un ajustement permanent entre les contraintes et les envies. On veut montrer le siège d'une ville qui est en train de se mettre en place. Malheureusement, pendant 2 jours, les gens nous baladent, il se passe rien, on est dans la gadoue, on va d'un poste militaire à un autre où les gens s'ennuient, ils font jamais rien. Et puis tout d'un coup, en 1 heure, tout se débloque et là, boum, 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 on arrive en 1 heure, on voit plein de choses. Et là, il faut décider de donner une forme à tout ça. Donc on va dire, bon, bah, on va faire ça, on peut dire, on va le faire un reportage presque en direct. Alors c'est moi qui peux commencer à parler, à dire, voilà, je suis à cet endroit, on a mis beaucoup de temps à arriver, voilà ce qu'on voit, voilà ce qu'on comprend. Ce sera moi beaucoup à l'image, et je vais essayer de témoigner. Si j'ai plus de temps et plus de choses intéressantes, on va se fixer sur un personnage ou sur une situation. C'est toujours une créativité très contrainte. C'est toujours un ajustement. Il y a les conditions de travail, le temps qui est très important, hein. Quand on doit rendre un reportage à 20 heures, on le rend à 20 heures, hein, sinon on a travaillé pour rien.
Et puis les envies qu'on a, quoi. Parfois, on a plein de matières. Alors, la créativité va être plutôt l'idée, ça va plutôt être de contraindre sa créativité pour choisir les seules choses qui sont tirées là, substantifique moi, les choses passionnantes ou intéressantes. Et puis parfois, la créativité, elle s'exprime mieux quand on se laisse aller, en fait, quand on décide de pas faire une thèse et qu'on laisse les gens parler. En fait, moi, ma créativité, finalement, c'est pas la mienne, c'est celle des gens que j'ai interviewés. Quand ils sont brillants, bah, j'ai pas. C'est toujours plus facile, voilà. On suit, ça va de soi, en fait. Donc ma créativité, c'est d'arriver aux gens passionnants et qui ont quelque chose à dire, ou alors même à qui personne n'avait jamais pensé à parler avec ces gens-là. Moi, ça m'est arrivé un jour de tomber sur un type. Je l'ai cherché pendant 2 jours, et puis c'était le survivant d'un massacre dans un village yézidi. Et puis j'y croyais plus au bout de 2, 3 jours. Je croyais pas qu'on allait le trouver, ou que c'était pas le bon, que c'était le cousin, que c'était pas lui. Alors j'avais déjà échafaudé tout mon plan, comment on va raconter l'histoire. Puis quand je suis tombé sur lui, je me suis rendu compte que c'était vraiment le seul survivant et que son histoire était encore plus incroyable que ce qu'on m'avait raconté. Donc j'ai décidé de rester plus longtemps avec lui, de retourner là où il était allé. Mais on ne pouvait pas aller partout parce qu'il y avait des mines, donc il faut tout refaire. Il faut refaire sans arrêt ses plans. C'est ça finalement être reporter, c'est raconter des histoires et être témoin des histoires des autres. Oui, voilà, faut essayer de bien servir les gens parce qu'on va quand même les embêter. Hein. C'est pas drôle, hein, tous les jours de raconter sa vie ou de. Je me souviens d'un jour où je cherchais à montrer encore une fois le siège d'une ville. Et puis là encore, c'est assez bizarre, les sièges, on arrive toujours, tous débloquent toujours 1 heure avant la diffusion. Et puis à la fin, on tombe sur un vieux colonel qui se met à nous parler, à pleurer parce que son meilleur pote est mort. Et puis il nous raconte des choses incroyables, qu'il a dû s'occuper des enfants de cet ami parce que Daesh a mis sur Internet le corps de ce pauvre monsieur. Donc, et puis c'est toute une histoire. Et c'est un type fort, c'est un combattant des montagnes. Et le pauvre, il pleure alors qu'il ne nous connaît même pas. Juste quand on est arrivé, il a besoin de parler. Donc, faut lui rendre service. Faut rendre hommage à son témoignage. Faut pas lui dire t'es gentil, là j'ai plus que 5 minutes. Et puis on va te mettre 15 secondes d'interview. Est-ce que tu penses que c'est important pour eux d'avoir quelqu'un qui les écoute? Est-ce qu'ils ont besoin d'être écoutés? Oui, parce qu'en fait, finalement, ils croient que personne ne s'intéresse à eux. Alors, chaque fois, je suis obligé même de calmer leur enthousiasme, de leur dire, écoutez, moi, l'ONU va pas venir demain vous apporter de la nourriture et mettre des tentes partout parce que je suis venu. Mais au moins, quelqu'un va entendre. Et quand je leur dis quelqu'un va vous entendre, là, ils sont très heureux, en fait. C'est aussi pour ça que j'apprécie ce métier-là à l'étranger et dans des zones compliquées parce que les gens ont vraiment besoin de parler. C'est plus difficile d'avoir l'interview de l'assistant au jardinage de la mairie parfois, hein, parce qu'il est mal luné, il n'est pas content, il n'aime pas les médias. Quand on va voir quelqu'un qui est, malheureusement c'est dur à dire, mais qui est dans la mouise, ou qui est ému, ou qui. Il n'a pas forcément besoin de nous, mais quand on est là, il est content et il a envie de passer du temps avec nous. Ouais. Et c'est marrant parce que ça, je l'ai découvert un jour où, quand j'étais à l'armée, j'étais sur le crash du Concorde et j'ai croisé une vague connaissance, un journaliste qui m'a demandé de lui dire ce qui s'était passé. Et en fait, c'était tellement dur d'avoir vu tout ça que ça m'a fait du bien de lui parler. Et je me rends compte maintenant de ce réflexe-là chez beaucoup de gens. Je le vois tout de suite quand les gens ils lâchent tout là, c'est parce qu'ils ont même pas pu en parler, même pas dans leur famille, et ils me voient débarquer, ils me connaissent pas, mais et puis tout d'un coup, ils sortent complètement de la relation et de l'intérêt que ça pourrait avoir à l'étranger qu'on parle d'eux. Non, ça fait du bien de parler, quoi. Et de ton côté, quand tu sors d'une situation émotionnellement si forte, comment se passe la décompression? Est-ce que tu as besoin aussi de mettre des mots? Oui, j'en parle. Les mots, je les ai déjà mis dans mes reportages. Dans ce qui me concerne moi personnellement, bah, j'en parle avec mes collègues. Et puis les mots continuent avec les gens qu'on a rencontrés ou avec le fixeur parce qu'on reste en contact. Après, il y a beaucoup de travail de l'inconscient dans tout ça. Hein, donc, chaque période est différente. Parfois, on a l'impression qu'on est totalement, qu'on peut passer à autre chose et qu'on est totalement indemne. Et puis, en fait, les souvenirs reviennent très vite. Il n'y a pas de règle. C'est une zone un peu très inconsciente, tout ça. Ouais, c'est difficile.
C'est comme si, après avoir été au contact de la guerre restait aussi un peu en soi. Ah bah c'est obligé ça. Il y a beaucoup de grands reporters qui ont fait ça sur le long terme, qui disent que c'est un poids à porter. Donc il faut faire en sorte que ce poids-là soit pas écrasant. Mais c'est forcé, ça reste toujours. Enfin, et puis il n'y a pas forcément besoin d'avoir vécu des choses traumatisantes, hein. Ça peut être juste la situation d'un monsieur avec sa famille, il n'a pas réussi à trouver de lait pour son gamin depuis une semaine. Bon, bah ça reste parfois on n'y pense plus, puis ça reste quand même dans la tête. Donc, en fait, tous les journalistes de zones, pas forcément de zones de guerre, mais de zones compliquées, ils vivent avec des petits fantômes dans leur tête, quoi. Et on a tous des petits fantômes, et puis le plus important, c'est de les connaître, quoi, de les identifier, parce que sinon, on comprend plus ce qui nous arrive, quoi. Est-ce que tu as appris quelque chose d'essentiel pour toi au cours de ces reportages que tu as fait jusque-là? J'ai appris mes limites. J'ai appris beaucoup sur mes limites. Quand on arrive, il y a beaucoup de testostérone dans ces ambiances-là. Il y a beaucoup d'adrénaline. Il y a beaucoup de. Tout le monde joue toujours un peu les cow-boys. Tout le monde joue toujours un peu les durs à cuire. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine fierté à aller dans des endroits pas accessibles, pas avoir peur. Mais j'ai quand même appris que sur mes propres limites. Au début, on croit que le plus terrifiant, ça va être le bruit, la fureur, la guerre, et puis la mort. Mais en fait, c'est pas ça. Le plus dur, c'est les drames humains, quoi. Quand tu rentres de reportage, quand tu rentres chez toi à Jérusalem, quel est ton regard sur les petits tracas de la vie quotidienne? Ah bah j'ai énormément de respect pour les petits tracas de la vie quotidienne parce que les gens que je vois qui vivent des drames, s'ils vivaient pas des drames, ils auraient des petits tracas comme nous. Donc les petits tracas, eh ben c'est la beauté de la vie quotidienne et avoir des petits tracas, ça veut dire être heureux aussi, hein, quand même. En fait, on apprend beaucoup sur sa nature dans les moments de tension. Et c'est pas parce que on est quelqu'un qui s'énerve sur tous les petits tracas qu'on va pas être quelqu'un d'exceptionnel dans des conditions exceptionnelles. Voilà, donc il n'y a pas d'a priori. Évidemment que si quelqu'un base toutes ses humeurs et toutes ses opinions sur le petit monde qui l'entoure, je vais avoir envie de le remettre en place. Moi, je vois beaucoup de gens en fait je vois beaucoup de salopards qui sont prêts à tuer d'autres personnes. J'ai plus de respect pour le monsieur qui a tous les petits tracas ou la femme de la machine à laver et de la banque et qui s'occupe de sa famille. Pour moi, c'est une personne plus respectable qu'un tueur. Ton souvenir le plus fort dans les zones de guerre? Mon souvenir le plus fort dans les zones de guerre, c'est toujours le mystère qu'on voit dans le regard des gens qui ont subi des choses terribles et qui ont toujours le. Ils sont pas forcément mieux humainement, ils sont pas forcément plus courageux que nous avec nos petits tracas. Mais on apprend quand même sur la résistance humaine, c'est incroyable, quoi. On voit dans le regard de beaucoup que bah, ils vont continuer à se battre, ils vont continuer, ils vont pas lâcher. Je vais sortir de la pièce, je vais te confier le micro, ajoute ce que tu veux à l'entretien. D'accord, ok. Je crois que c'est une évidence, il faut toujours, à un moment ou à un autre, se dire pourquoi je fais ce métier-là. Moi, j'ai voulu faire ce boulot parce que je voulais être photographe. Alors, souvent, j'essaie de retrouver ce plaisir-là, en fait. C'est là qu'on est le plus créatif. C'est dans le plaisir et ce qui nous a motivés au début. Si je donnais un conseil à un jeune, je lui dirais n'oublie jamais pourquoi tu t'es lancé là-dedans, en fait. Reviens-y de temps en temps. Le temps passe très vite et après, on ne se rend plus compte d'où venait la créativité, l'envie et le courage qui nous anime pour se lancer dans des aventures parfois complètement délirantes dans ce cas-là, dans ce métier-là. Ça y est, j'ai fini.